Alors aujourd'hui, on parle de déclin de la maçonnerie traditionnelle Troisième République, c'est-à-dire Grand Orient, Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, parce que c'est des maçonneries mondialistes qui sont en train de prendre le dessus, et qui sont effectivement ces maçonneries mondialistes, moi j'appelle maçonnerie au sens large, c'est-à-dire des groupes qui se réunissent en douce, à côté des instances officielles. Et c'est le groupe de Bilderberg, la trilatérale, le CFR, etc. On sait très bien qu'il y a une mascarade en France qui est le rituel du Conseil des ministres, et que tout se décide ailleurs, dans les loges, mais aussi au G20, au G8, aux réunions du groupe de Bilderberg, et que ça c'est secret, les journalistes n'y ont pas accès, c'est hautement sécurisé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs quand on parle après du Bohemians Club, des Skulls and Bones, etc. Et dans cette typologie de corps intermédiaire, donc vous citez par exemple les loges maçonniques, vous citez la trilatérale, vous citez aussi le club du siècle qui a été un petit peu sur la scène. En ce moment on en parle un peu, oui. Mélenchon a fait semblant de ne pas savoir ce que c'était, et après quand il a vu que ça passait pas, il avait fait devant, dans une vidéo d'un subversif de gauche, c'est Pierre Carl, devant Pierre Carl, il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Bonsoir et bienvenue à tous. L'exaspération et la violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi. Dans son journal télévisé, lorsqu'il donnait des nouvelles d'actions illégales commises par des ouvriers en colère, d'actes de violence de salariés poussés à bout par des patrons voyous, il défendait en général le point de vue du pouvoir, politique ou économique. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui ne veulent pas aller se faire démonter, crever, on ne veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Salaud. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Larbin, arrête, ça me dégoûte. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Si l'on était venu voir Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'il était l'un des rares hommes politiques qui osait parler ainsi des responsables de l'information, et on cherchait à obtenir son soutien. C'est toujours les mêmes mécanismes. Vous regrettez, hein, comme ce que vous avez vu là avec Pujadas, hein, vous regrettez la violence. Hein, vous regrettez d'avoir dit ça à notre collègue. Hein, humiliez-vous, prosternez-vous, baissez la tête, baissez les yeux. C'est ce que nous ont toujours dit les puissants. Et eux, ce sont leurs laquais. Et comme disait Voltaire, le laquais, en imitant les vices de ses maîtres, il a l'impression de s'approprier leur puissance. Et eux, c'est ça, c'est seulement ça qu'ils savent faire. Merci Hélène. Attends, moi, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dénoncer, je sais pas, Pujadas ce qu'il fait, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, pour... Ce que font tous les autres, des tracts, des interventions, vos propres films. Vous avez dit salaud en le voyant faire ça, ça donne quand même envie d'aller plus loin, non? Allez-y. Mais oui, vous n'avez pas une idée de ce qu'on pourrait faire? Mais nous, on fait ce qu'on peut. Hein, nous, les potes, ils ont inventé les crieurs dans le métro. Personne n'avait eu l'idée de faire ça depuis 1936, d'aller crier dans la rue. Bon. Là, on était un peu déçus, parce que nous avions prévu autre chose, nous, que d'aller crier ou vociférer dans la rue ou dans le métro. Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc. C'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Place de la Concorde se retrouvent les Harley de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas.
des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minck, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. C'est demain soir. On va pouvoir les ramasser tous d'un coup. Demain soir à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Ça prouve bien que lui aussi est un escroc maçonnique, membre du Grand Orient, voilà, ancien trotskiste de la LCI. Enfin, je veux dire, il n'est pas blanc-bleu. Hein, c'est le roi de la manipulation et du discours, du discours caché, quoi. Hein. C'est un professionnel de la politique, 2 fois sénateur. Enfin, voilà, quoi, ça n'a rien à voir avec moi qui suis un punk hein, par rapport à tout ça. Mais donc ce club du siècle, comment vous le... Il a donc été sur la scène récemment. Comment vous décririez dans tout cet ensemble c'est toujours ce qu'on appelle la logique des réseaux. Tout le pouvoir, c'est des réseaux. C'est l'oligarchie en général bancaire qui a l'argent, qui coopte des gens en leur faisant comprendre qu'ils auront leur part du gâteau s'ils participent au projet de domination, qui est soit une expertise bancaire, c'est-à-dire des techno-gestionnaires, soit des menteurs professionnels pour faire semblant d'informer et produire de la fausse transparence, c'est-à-dire du journalisme de haut niveau. On voit bien qu'au siècle, il y a tout ce monde-là. Et c'est les gens qui participent au pouvoir, c'est-à-dire les happy few, les élites, etc. Alors aujourd'hui, effectivement, que grâce à Internet, il y a un petit peu de transparence, on découvre effectivement qu'il y a en France une espèce de maçonnerie transmaçonnique d'une certaine manière, hein, parce que on parle de l'histoire de la maçonnerie qui est un peu derrière la Révolution française, qui a culminé sous la Troisième République, effectivement qui est peut-être un peu en déclin aujourd'hui, parce que c'est une maçonnerie provinciale, de PME, de moyenne bourgeoisie, et qu'aujourd'hui on est dans le monde de l'hyperclasse mondialiste, où effectivement les nouvelles maçonneries ont un peu muté. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que les unes ont détruit les autres, mais il faut aujourd'hui être membre du Grand Orient, mais aussi membre de la Trilatérale, membre du siècle en France, et membre de la Trilatérale et du CFR, pour être adoubé par les maçonneries américaines, etc. Sinon on n'est qu'un petit joueur de province. Hein, voilà. Donc il faut comprendre, c'est des réseaux qui s'articulent, et qu'un mec qui veut accéder au pouvoir, on voit bien l'ascension de Sarkozy, il comprend le monde des réseaux, il le t'aime, il le sait, et il additionne par un travail d'entrisme, de lèche-cutage, de soumission, il accumule le croisement des réseaux. Celui qui prend le pouvoir est celui qui a le plus de réseaux avec lui et qui participe au plus de réseaux. Et il faut savoir que ces réseaux vous protègent, mais ils ont des exigences. C'est comme, j'explique dans le bouquin, que la manière la plus simple de comprendre comment ça marche, c'est la mafia. La mafia n'est qu'une imitation par des sous-prolétaires calabrais, des systèmes de domination WASP. En fait, le monde politique, c'est pas qu'il ressemble à la mafia, c'est que la mafia ressemble au monde de la domination. À part que ça se fasse par la banque et la haute politique, ça se fait par la prostitution et le trafic de drogue, qui est le truc du bas des étages. Et d'ailleurs, quand les mafias montent, elles passent à la politique et à la banque. C'est le saut qualitatif, c'est-à-dire à la respectabilité, c'est-à-dire aux raquettes légales. Vous voyez ? On fait voter des lois de raquettes légales. Voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte que les élites de l'hyperclasse ne sont pas soumises à l'impôt, vous voyez, qu'elles ont droit à la prédation bancaire. Enfin, voilà, en fait, c'est le principe. Le pouvoir, c'est la raquette légale. Tant qu'on est dans le raquette illégale, c'est qu'on est quelque part dans le banditisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas passé le plancher. Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant. Nous vous sommes reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgez en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci. Vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes dont il est question ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires, ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup, des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux, et puis ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ockrent, Pujadas ou El Kabbach, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent.
Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça c'est le vrai pouvoir. Et il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et à minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement
un brillant économiste universitaire s'il savait que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts et les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps? Bah, ça existait, le marché a toujours existé. Mais je veux dire... Mais il valait mieux pas s'en vanter. Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Bah, oui. Alors... Si vous souhaitez l'allongement de la vie, si vous souhaitez le confort, ce que la plupart des individus souhaitent sur cette planète, l'histoire montre que le capitalisme, ça marche. Clichy-sous-Bois s'est de nouveau embrasé. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias, bien sûr, envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flammes et des tirs de flashball. On a tout dit dans la presse, à la télévision, depuis presque 2 semaines sur les causes possibles d'une telle violence. Il y a des bandes organisées, des bandes criminelles. Il y a tout simplement des jeunes désœuvrés, sans éducation, culture, chômage, pauvreté, violence gratuite. Certains... Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences, méthodiquement fabriquées par eux, d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichy qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Mais ça a été déjà dit de toute manière et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Non, mais excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de Clichy qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles. Et on a l'impression que vous me dites. Si vous les niez, non, mais ça a été fait tout ça. Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme? Mais je suis calme. Non, mais vous êtes calme. Mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc, vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous? Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale. C'est l'éducation au statu quo. C'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant.
est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être... Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine Continentale de Clairoy refuse de se soumettre à son appel au calme. Cette année-là, la violence de la crise a poussé des centaines de salariés licenciés à rompre avec les moyens habituels de protestation. Les médias stigmatisent aussitôt le danger de la révolte ouvrière et en fixent les limites. C'est qu'il faut toujours faire plus. Avec un défilé de pancartes devant l'Assemblée nationale, vous avez 1 minute et encore. Une séquestration 2-3 minutes. Et si vous dites attention, tout va sauter, vous pouvez espérer faire péter l'audimat. C'est un ras-le-bol. C'est de la colère. Oui, c'est de la colère, c'est un ras-le-bol et effectivement, je pense que ça va se développer. Et comment lutter contre ça? Comment essayer de l'empêcher? Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau, même sans violence, même en les libérant assez rapidement? Évidemment, c'est inacceptable. Le boss napping, comme on dit dans les pays anglo-saxons, la séquestration de patrons, c'est aussi inadmissible. Inadmissible de retenir des personnes contre leur volonté dans des bureaux. Pensez à la peur qui les assaille en ce moment-là, à l'angoisse de leur famille, c'est contre l'état de droit. Les prochains coups, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Est-ce qu'on est en train de passer de la contestation sociale légitime à la violence, au lynchage, comme vous dites même, reprenant Sartre? Oui, attendez, les patrons, aujourd'hui c'est les patrons, demain ça sera un avocat dont la plaidoirie ne plaira pas, après-demain ça sera un professeur dont on trouvera qu'il a trop d'affection pour la princesse de Clèves ou pour le rouge et le noir, un jour ça sera vous, parce qu'on n'aimera pas un de vos éditoriaux un matin. Je crois qu'il y a aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes, même si c'est les patrons. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée. La présence en France de près à l'époque de 4,5 millions de travailleurs immigrés fait que la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. C'est un texte de 1930, ça. Non, c'est M. Marchais qui disait cela. Donc tu n'as pas de culture, en fait tu as une culture de trotskiste et de
et de maçons. Et tu as bien fait toi-même le lien que la maçonnerie était intrinsèquement